Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de le recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici, qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours, on vilipende les Tutsis, etc. Je dis, mais ça, c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. C'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Louba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Louba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire, voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire, ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger. Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Il y a un général qui a été arrêté pour soupçon. Donc on n'a pas encore confirmé, mais il est soupçonné d'avoir collaboré avec les FDLR. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas par peur du Rwanda que nous le faisons. Vous avez parlé des 9 voisins que j'ai été visiter. Là encore, je crois que je dois être le seul, ou en tout cas le premier président de la République démocratique du Congo à l'avoir fait. J'avais promis à tous mes voisins en ce temps-là que de chez moi, au Congo, je n'entretiendrai jamais une dynamique, une force quelconque qui déstabiliserait mes voisins. J'y tiens
malgré l'hostilité qu'il y a aujourd'hui à l'égard du Rwanda, du Rwanda plutôt à notre égard, peu importe, je reste convaincu par cela. Parce que moi, la guerre, je n'ai pas été formé dans ce moule-là. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines, que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Voilà. Monsieur le Président de la République, tout à l'heure, vous parliez justement de discussions que vous aviez eues à Nairobi. Je me souviens qu'à Nairobi, l'une des résolutions était que tous les pays qui avaient des groupes armés, ils avaient l'obligation de discuter avec les groupes armés. Bien sûr. La question des FDLR ne doit pas être... Et le Burundi avait commencé avec les Red Tabara, ils avaient commencé, mais la question des FDLR, bon, elle est assez spéciale, et je crois que c'est vrai qu'il y avait ce volet-là que je devais... pour moi, les FDLR, forces résiduelles, d'accord, ce sont des combattants de 1994 qui ont l'air ça fait 30 ans exactement aujourd'hui. À mon avis, c'est des grands-pères. Donc je ne crois pas qu'avec ce statut, ils peuvent encore menacer la sécurité du Rwanda. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes prêts à tout faire pour ôter ce prétexte au Rwanda qui justifie justement la présence de ces gens. Vous savez que le Rwanda a même fabriqué ses propres FDLR. Donc c'est-à-dire les éléments qu'on a renvoyés chez eux, ils les ont désendoctrinés et réendoctrinés à leur manière pour les renvoyer au Congo. Comme ça, leur présence au Congo va continuer à justifier l'intention ou l'agression dont ils font preuve. Et donc, et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce que je dis, ça peut être vérifié dans les annales des Nations Unies. C'est de là d'ailleurs qu'on a eu les éléments. Donc c'est pour vous dire que nous sommes déterminés à ramener la paix dans ce pays et nous réussirons à le faire. Nous allons le faire, quels que soient les atermoiements du Rwanda. Avant de prendre la question de Mme Gaëlle, il y avait un dernier volet dans la question de Marcel qui demandait comment évoluer les opérations militaires avec l'Ouganda, je pense, dans le Grand Nord. Ah oui, mais très bien. Jusque-là, en tout cas, je crois qu'on a mis sérieusement en difficulté les ADF, parce que, bon, rappelez-vous, c'est pour combattre les ADF que nous avons décidé de cette mutualisation de forces contre justement ces terroristes. Donc, pour les combattre. Donc, ça se passe bien. Il y a rien à dire de ce côté-là. La collaboration est parfaite jusque-là. Très bien. Madame Gaëlle Kibungu. Après, c'est ça, Madame Pamela Munazo. Bonsoir. Je suis très honorée d'être en face de vous ce soir. Merci. Et je ne saurais me dissocier de mon âme d'épouse militaire qui vous dit merci pour votre fermeté, en tout cas votre... vous tenez absolument à pacifier ce pays, absolument. Vous motivez les troupes et aussi vous rassurez les dépendants. Merci beaucoup. Comme c'est écrit. Voilà. Alors ce soir, j'aimerais parler de Goma et de ses alentours. Nous savons que la situation est sous contrôle des FARDC, mais de l'autre côté, on sait que c'est des contrées où il y a beaucoup de population. Bien sûr. C'est des contrées vraiment occupées aujourd'hui de notre côté, et votre option militaire, puisqu'aujourd'hui vous êtes déterminé à y aller jusqu'au bout, à en finir avec l'ennemi, pas de négociation jusque-là. Certains pourraient le dire, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire, comme commandant suprême des armées, vous êtes obligé de tenir ferme dans cette option militaire, mais de l'autre côté, comme père de famille, vous avez des populations entières à protéger. J'aimerais bien savoir ce soir, pouvez nous dire jusqu'où comptez-vous aller en ce qui concerne l'option militaire? Oui, merci madame, la question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici, à l'intention ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés, le gouvernement ne les a pas oubliés, le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités.
D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors, j'ai entendu ici et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-le. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il était incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse, ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Et nous l'aurons, ce Congo. Vous pouvez me faire confiance. Voilà, merci beaucoup, M. le Président de la République. On va enchaîner avec Madame Pamela Mounazo. Je reviendrai à vous, Madame Élisée Odia, pour votre question. Après, on prendra celle que j'avais vue de M. Willy Kalengai. Allez-y, Madame Pamela. Une petite précision tout à l'heure, lorsque le président parlait des Hutus, des Wazalendo, il ne faut pas le sortir du contexte, parce que je vois quelques réactions. Il disait plutôt que le Rwanda a des faux Wazalendo qu'il utilise et il recycle les FDLR qui étaient déjà ici. Oui, j'ai dit, il a ces Wazalendo. Ces Wazalendo. Voilà, donc c'est-à-dire, pour semer la confusion, il en a pris, fabriqué, il les fait passer pour des Wazalendo, alors que ce sont des traîtres, des traîtres à la nation. Ils se déguisent en Wazalendo, alors que les Wazalendo sont de braves patriotes, guerriers redoutables, que la nation ne doit jamais oublier, parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc, les Wazalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule, pour faire croire évidemment que l'état d'esprit des Wazalendo, c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai.
Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout. Et d'ailleurs, vous avez créé la réserve d'armée de la défense pour encadrer toutes ces forces. Madame Pamela Mounazo, allez-y avec votre question. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni mardi dernier. C'était sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Concrètement, Monsieur le Président, par rapport, aux décisions prises autour de cette rencontre, est-ce que vous êtes satisfait de cela ou plutôt inquiet? Et la deuxième chose, c'est de plus en plus, il y a des pressions qui sont exercées sur le Rwanda par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça va porter des fruits? Moi, je crois, et j'ai toujours dit d'ailleurs au secrétaire général des Nations Unies, à tous mes interlocuteurs, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, que notre satisfaction, nous l'aurons que lorsqu'il y aura des sanctions, que le Conseil de sécurité des Nations Unies décidera de prendre des sanctions contre le Rwanda. Parce que pour la même chose qu'a fait la Russie, il y a eu une pluie de sanctions. Pourquoi est-ce que dans le cas qui est similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi est-ce que dans notre cas, il n'y a aucune sanction? Donc, tant qu'il n'y aura pas cela, tout ce qu'il y aura comme résolution, pour moi, sera... on va dire, peut mieux faire, comme mention. Sur les pressions exercées sur le Rwanda? Les pressions doivent continuer, c'est très bien, mais les pressions, lorsque elles ne sont pas entraînées de contraintes, ça risque de finir par lasser la personne ou l'institution qui est pressée, et finalement, ça risque de ne pas donner de résultat. Donc je crois que pression, oui. On a vu d'ailleurs qu'ils ont été assez affolés, ils ont eu des réactions un peu à l'emporte-pièce, mais ça ne suffit pas. C'est un bon début, on va dire, mais comme je disais tout à l'heure, s'il faut donner une mention, on va dire peut mieux faire. Et nous ne demandons que ça de la part de la communauté internationale, de faire davantage. Et ce serait justice pour les millions d'âmes congolais perdus. On va prendre la question de M. Willy Kalengai. Je vais demander à Mme Élisée Desprez d'avancer, comme ça elle posera la prochaine question avant qu'on ne continue avec les questions récoltées de ce côté. Monsieur Kalengai. Monsieur le Président, notre pays, la RDC n'est pas le seul pays au monde qui a des ressources naturelles. Il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais malheureusement, chez nous, l'exploitation des ressources provoque la mort et la désolation. Nous en sommes à autour de 12 millions, c'est énorme. Vous venez de dire tout à l'heure que le Rwanda sert de receleur, et le président Kagame récemment a dit que, évidemment, le produit passe par le Rwanda et vont ailleurs. Voilà. Où est-ce que ces produits vont? Et c'est là ma question. Au début, on pouvait se dire que derrière le Rwanda, il y avait des multinationales, il y avait des groupes mafieux, il y avait toute la pègre mondiale qui s'accaparait de nos richesses. Mais quand nous avons suivi les MOU signés entre l'Union européenne et le Rwanda, nous nous sommes demandé si effectivement, derrière le Rwanda, il n'y avait pas des États, des vrais États, et qui nous envoyaient ainsi un message. Très bien. Alors, la question est celle-ci. C'est vrai, vous venez de dire que vous pouvez négocier avec le Rwanda, mais au-delà du Rwanda, avons-nous identifié les forces politiques, les États, notamment l'Union européenne, avons identifié les vrais négociateurs, parce que c'est avec eux qu'il faut négocier. Pourquoi l'exploitation de nos ressources doit donner la mort aux Congolais? Alors, la négociation pourrait être celle-là, la tripartite notamment. Comment exploiter les ressources naturelles du Congo en faisant prospérer le pays et en ayant la paix? Et ça, ce n'est pas avec les Rwandais qu'on peut négocier. À vous, les chefs de l'État, je demande, est-ce que vous avez envisagé de négocier avec les autres? Parce que les autres, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils disent que le Congo n'a pas voulu respecter l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est comme ça qu'on lui a remis les M23. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer. Mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays
qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur comment on appelle ça là, le coordonnateur de suivi. De suivi, voilà, merci. Merci, le coordonnateur de suivi de l'accord cadre. Et nous sommes le seul pays parmi tous les signataires à avoir un coordonnateur. Donc quand on vient, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans les Grands Lacs vient à Kinshasa, il voit ce coordonnateur, parce que c'est lui qui est chargé au niveau des Nations Unies de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je crois d'abord qu'il y a peut-être une responsabilité de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à votre consoeur, nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo, son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous lui avez quand vous achetez, je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. On va prendre la question d'Élysée Odia. Et d'ailleurs, sur ces points précisément, le ministre des Affaires étrangères, sous votre instruction, a réagi fermement contre cette attitude ambiguë de l'Union européenne. Madame Élysée Odia, allez-y pour votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Madame. Merci à l'Excellence honorable Patrick Muyaya pour la parole accordée. Monsieur le Président, je reviens sur les propos tenus en marge du sommet d'Addis Abeba. Et là, je veux revenir sur un propos relayé notamment par le tweet du ministre Muyaya, où vous avez dit « Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix ». Pas au prix de l'humiliation. C'est que j'ai vu, c'était pas à n'importe quel prix. Alors, c'était ma question, c'est de savoir, estimez-vous que la paix a un prix? Et si oui, vous l'estimez à combien ce prix par rapport à la paix? Et enfin, peut-être par rapport à l'actualité également, vous êtes en face, comme je l'ai dit tout au début, d'un honorable Excellence doublement élu. Ça vous dérange pas d'avoir violé la Constitution? Moi, je savais
Cette question reviendrait, mais bon, le président aura l'occasion d'y répondre. Merci, madame, j'y répondrai. J'avais parlé de la paix, pas au prix de l'humiliation. Vous savez, à n'importe quel prix, au prix de l'humiliation, c'est pareil. N'importe quel prix, c'est ça, l'humiliation. Donc, je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo, comme on l'avait humilié en 2013, avec ces mêmes pantins du M23, qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord, signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on leur attribue des noms congolais pour dire voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès, et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé à toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution. Non, je n'ai pas l'impression, madame, le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... La situation diplomatique, parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement. Mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments.
hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement est là, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher 2 émoluments. Les ministres qui restent, tous vont rester là. Ils vont rester et toucher leur traitement de ministre. Donc ça, je tenais à le dire, parce que c'est plus ça qui me préoccupe. Le reste, c'est, j'allais dire, du juridisme. Bon, je laisse aux juristes le soin d'en discuter. Moi, ma mission, elle est de protéger le peuple, de protéger le sol congolais, et c'est à ça que je m'acquitte. Le reste... Voilà, on va prendre la question de Patrick Bomboka. Vous parlez des budgets, vous parlez d'économie. Et puis ce sera Pichu Mulumba, puis Christian Lusakweno. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Après la renégociation du contrat chinois, la République démocratique du Congo a pu arracher 7 milliards de dollars qui devraient être investis, comme annoncé, dans les infrastructures. Bien sûr. Mais on aurait constaté que depuis la signature de ce contrat mine contre infrastructure en 2008, le taux d'absorption de ces milliards disponibles est toujours très faible. Alors comment s'est rassuré cette fois-ci à la fois de la bonne gestion et de la bonne affectation de ces ressources? D'abord parce que nous avons commencé à renégocier. Donc ça, c'est déjà la preuve que, en tant que patriotes aimant ce pays, quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque, malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Non. Mais ça a fait la richesse de certaines personnes qui, pour la petite histoire, je vais vite dire ici, sont aujourd'hui dans l'opposition en train de s'organiser, même pour certains, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Voilà à quoi a servi cet argent. Mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Le travail est pour le moment fait par nos services de renseignement. Donc là, je voulais dire que nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution qui discute avec SICOMINE et qui va avoir les études nécessaires, parce que vous avez parlé d'absorption. Évidemment, comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations? C'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. Et l'autre institution, dirigée par Freddy Chembo, dont j'oublie, qui est assez compliqué comme ça, le directeur général Chembo, qui elle est en pourparlers avec SICOMINE, est aussi là pour l'accompagnement. Donc nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent, parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Donc voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pourquoi il a été levé. Donc, les réalisations se feront, soyez tranquilles. Et c'est dans les mêmes esprits, Excellence Monsieur le Président de la République, qu'on a pu obtenir 2 milliards, je pense, du contrat des TFM dans les différentes discussions qui étaient en cours, qui viendront en appui. Ça, c'est toujours dans le cadre de la revisitation
si je puis l'appeler ainsi, de tous ces contrats qui ont été faits un peu à la légère à l'époque, sans tenir compte de l'intérêt de notre pays. Et là, nous voulons et nous avons refait les choses autrement, et elles vont se passer effectivement autrement. Voilà, on va prendre la question de M. Pichu Mulumba. Nous avons encore, Monsieur le Président, une bonne dizaine de minutes. Oui, ça va, je suis à votre disposition. Ok, bon, on ne va pas en abuser. Allez-y, M. Pichu Mulumba. Excellence, Monsieur le Président, je reviens sur vos premiers mots à l'entame de ces briefings. 32 jours après votre prise de fonction, vous brûlez d'impatience de démarrer, vous l'avez si clairement dit. Nous nous rendons compte de la mise en place de la majorité avec la mission en cours de l'informateur. Il est évident que vous disposerez d'une large majorité, mais justement, dans cette large majorité, se dessinent déjà plusieurs ambitions et vous êtes appelé à les départager. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui les profils de l'oiseau rare pour la primature, cet oiseau rare qui sera à la tête du prochain gouvernement pour matérialiser votre vision et surtout consolider les acquis du mandat précédent? Vous êtes plus pressé que moi. J'ai nommé un informateur par respect pour sa personne et le travail qu'il fait, remarquable jusqu'ici. J'attendrai qu'il me fasse le compte-rendu de sa mission. Et ce que je vous promets de faire, c'est d'immédiatement après désigner informateur. Ça, vous êtes... Informateur. Informateur, pas un informateur, parce qu'il y en a déjà un. Dès que l'informateur termine sa mission et qu'il m'en fait le compte-rendu, immédiatement après, je désigne le ou la. Il veut aller dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Soyez un peu patient. Non, mais ne soyez pas pressé. Moi, je ne le suis pas. Les ambitions, ça ne me fait pas peur. C'est tout à fait inhérent à la vie politique. On ne vient pas en politique pour se positionner simplement. On vient parce qu'on a un rêve, on a un idéal, on a des ambitions et c'est tout à fait légitime de les avoir. Ça ne doit pas faire peur. Nous avons une grande majorité, comme vous l'avez dit. Tout le monde ne jouera pas le même rôle, tout le monde ne jouera pas les premiers rôles, tout le monde ne sera pas ministre, tout le monde ne sera pas DG. Quoique, bon, DG, j'aimerais vraiment qu'on commence à réfléchir à dépolitiser l'administration. Mais enfin, voilà. Donc, l'essentiel ici, c'est de faire avancer le pays. Voilà, Monsieur Christian Dousakweno. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci. Bonsoir, Christian. Alors, ma consoeur Olysée Odia a presque vidé la question. Vidé ma question, mais bon, puisque vous nous avez permis de rebondir, je voudrais parler de l'alinéa 9 de la Constitution, en son article 110, que vous avez cité, qui parle de la fin ou de la suspension du mandat du député. C'était pas ma question, mais je vais la poser avant de vous poser la question que je voulais poser, qui fait suite aussi à celle qu'a posé le journaliste précédent. Y a-t-il un acte juridique qui permet à ces députés de suspendre leur participation à l'Assemblée? Entendez, avez-vous signé une nouvelle ordonnance? Non. Ça, c'est pour l'article 110. Non, je vous dis non déjà, je n'ai pas signé d'ordonnance. Maintenant, ma question, c'est... Question, vous voulez faire du juridisme? C'est pas... J'ai aucun souci ou aucune volonté dans mon chef de faire du juridisme, mais la République démocratique du Congo a une situation où elle nécessite que celui qui va prendre les rênes du gouvernement soit déjà bien au fait de ce qu'il va faire. Selon nos informations, l'informateur devrait vous déposer sa copie ce week-end. Vous dites que vous allez désigner le Premier ministre dans la foulée. Alors... non, le formateur. Le formateur qui risque d'être dans la foulée. Premier ministre ou pas. Est-ce qu'on aura le Premier ministre ce week-end? Le formateur, oui. Si l'informateur m'apporte sa copie ou son rapport ce week-end, oui, le formateur sera désigné le lundi. Qui est déjà connu par vous donc? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai l'impression que le journaliste veut sonder le cœur du président de la République. Vous voulez devenir Premier ministre, Christian? Pour revenir à ce que vous dites, Christian, moi, je n'aime pas les débats juridiques.
les débats de juristes, j'en suis pas un. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Je crois que la Cour constitutionnelle s'était prononcée par rapport au... comment on a appelé ça? Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parlait des 8 jours. Et là, elle avait raison. Dans les 8 jours, c'est le règlement de l'Assemblée, c'est celui qui existait, on n'a pas à le juger, il est comme ça. Mais moi, j'ai regardé plutôt l'article 110 de la Constitution, qui permet au Premier ministre de remettre sa démission et d'obtenir du président de la République l'expédition des affaires courantes. C'est ça qui m'intéressait, cet aspect-là qui m'intéressait, parce que j'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit, OK, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Parce que j'ai besoin qu'un pont soit mis entre ce gouvernement sortant et celui qui viendra après. Nous avons des dossiers hyper importants, hyper sensibles, que nous ne pouvons pas attribuer comme ça à un ministre, parce que s'ils partent comme ils allaient partir, on aurait des ministres qui ont 4, 5, 6 portefeuilles. Comment ils vont faire pour éplucher tous ces dossiers, même s'ils ont les meilleures équipes qui soient? Comment ils vont faire dans ce temps, dans ce laps de temps? C'est très dangereux. Moi, j'ai regardé la stabilité de mon pays, les responsabilités qui sont les miennes. De notre côté, et votre option militaire, puisqu'aujourd'hui vous êtes déterminé à y aller jusqu'au bout, à en finir avec l'ennemi, pas de négociation jusque-là. Certains pourraient le dire, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire, comme commandant suprême des armées, vous êtes obligé de tenir ferme dans cette option militaire, mais de l'autre côté, comme père de famille, vous avez des populations entières à protéger. J'aimerais bien savoir ce soir, pouvez nous dire jusqu'où comptez-vous aller en ce qui concerne l'option militaire? Oui, merci madame, la question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici, à l'intention ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés, le gouvernement ne les a pas oubliés, le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités. D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors j'ai entendu ci et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée.
Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-le. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui a signé un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse, ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Et nous l'aurons, ce Congo. Vous pouvez me faire confiance. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. On va enchaîner avec Madame Pamela Mounazo. Je reviendrai à vous, Madame Élisée Odia, pour votre question. Après, on prendra celle que j'avais vue de Monsieur Willy Kalingai. Allez-y. Madame Pamela, une petite précision tout à l'heure, lorsque le président parlait des Hutus, des Wazalendo, il ne faut pas de sortir du contexte, parce que je vois quelques réactions. Il disait plutôt que le Rwanda a des faux Wazalendo qu'il utilise et il recycle les FDLR qui étaient déjà ici. Oui, j'ai dit, il a ces Wazalendo. Ces Wazalendo. Voilà, donc voilà. C'est-à-dire, pour semer la confusion, il en a pris, il fabriquait, il les fait passer pour des Wazalendo, alors que ce sont des traîtres, des traîtres à la nation. Ils se déguisent en Wazalendo, alors que les Wazalendo sont de braves patriotes, guerriers redoutables, que la nation ne doit jamais oublier, parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc, les Wazalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule, pour faire croire évidemment que l'état d'esprit des Wazalendo, c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai. Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout. Et d'ailleurs, vous avez créé la réserve d'armée de la défense pour encadrer toutes ces forces. Madame Pamela Mounazo, allez-y avec votre question. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni mardi dernier. C'était sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Concrètement, Monsieur le Président, par rapport, aux décisions prises autour de cette rencontre, est-ce que vous êtes satisfait de cela ou plutôt inquiet? Et la deuxième chose, c'est de plus en plus, il y a des pressions qui sont exercées sur le Rwanda par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça va porter des fruits? Moi, je crois, et j'ai toujours dit d'ailleurs au secrétaire général des Nations Unies, à tous mes interlocuteurs, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, que notre satisfaction, nous l'aurons que lorsqu'il y aura des sanctions, que le Conseil de sécurité des Nations Unies décidera de prendre des sanctions contre le Rwanda. Parce que pour la même chose qu'a fait la Russie, il y a eu une pluie de sanctions. Pourquoi est-ce que dans le cas qui est similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi est-ce que dans notre cas, il n'y a aucune sanction? Donc, tant qu'il n'y aura pas cela, tout ce qu'il y aura comme résolution, pour moi, sera, on va dire, peut mieux faire comme mention. Sur les pressions exercées sur le Rwanda? Les pressions doivent continuer, c'est très bien, mais les pressions, lorsque elles ne sont pas entraînées de contraintes, ça risque de finir par lasser la personne ou l'institution qui est pressée, et finalement, ça risque de ne pas donner de résultat. Donc je crois que pression, oui. On a vu d'ailleurs qu'ils ont été assez affolés, ils ont eu des réactions un peu à l'emporte-pièce, mais ça ne suffit pas. C'est un bon début, on va dire.
Mais comme je disais tout à l'heure, s'il faut donner une mention, on va dire peut mieux faire. Et nous ne demandons que ça de la part de la communauté internationale, de faire davantage. Et ce serait justice pour le million d'âmes congolais perdus. On va prendre la question de M. Willy Kalengai. Je vais demander à Mme Élisée Desprez d'avancer, comme ça elle posera la prochaine question avant qu'on continue avec les questions récoltées de ce côté. M. Kalengai. Monsieur le Président, le pays, notre pays, la RDC n'est pas le seul pays au monde qui a des ressources naturelles. Il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais malheureusement, chez nous, l'exploitation des ressources provoque la mort et la désolation. Nous en sommes à autour de 12 millions, c'est énorme. Vous venez de dire tout à l'heure que le Rwanda sert de receleur, et le président Kagame récemment a dit que, évidemment, le produit passe par le Rwanda et vont ailleurs. Voilà. Où est-ce que ces produits vont? Et c'est là ma question. Au début, on pouvait se dire que derrière le Rwanda, il y avait des multinationales, il y avait des groupes mafieux, il y avait toute la pègre mondiale qui s'accaparait de nos richesses. Mais quand nous avons suivi les MOU signés entre l'Union européenne et le Rwanda, nous nous sommes demandé si effectivement, derrière le Rwanda, il n'y avait pas des États, des vrais États, et qui nous envoyaient ainsi un message. Très bien. Alors, la question est celle-ci. C'est vrai, vous venez de dire que vous pouvez négocier avec le Rwanda, mais au-delà du Rwanda, avons-nous identifié les forces politiques, les États, notamment l'Union européenne, avons-nous identifié les vrais négociateurs? Parce que c'est avec eux qu'il faut négocier. Pourquoi l'exploitation de nos ressources doit donner la mort aux Congolais? Alors, la négociation pourrait être celle-là, la triptyque notamment. Comment exploiter les ressources naturelles du Congo en faisant prospérer le pays et en ayant la paix? Et ça, ce n'est pas avec le Rwanda qu'on peut négocier. À vous, les chefs de l'État, je demande, est-ce que vous avez envisagé de négocier avec les autres? Parce que les autres, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils disent que le Congo n'a pas voulu respecter l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est comme ça qu'on lui a remis les M23. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer. Mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur comment on appelle ça là, le coordonnateur de suivi. De suivi, voilà, merci. Merci, le coordonnateur de suivi de l'accord cadre. Et nous sommes le seul pays parmi tous les signataires à avoir un coordonnateur. Donc quand on vient, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans les Grands Lacs vient à Kinshasa, il voit ce coordonnateur, parce que c'est lui qui est chargé au niveau des Nations Unies de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je crois d'abord qu'il y a peut-être une responsabilité de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à votre consoeur. Nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo ou son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des individus, des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire
et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous le lui avez quand vous achetez, je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Merci. Merci, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. On va prendre la question d'Élisée Odia. Et d'ailleurs, sur ces points précisément, le ministre des Affaires étrangères, sous votre instruction, a réagi fermement contre cette attitude ambiguë de l'Union européenne. Madame Élisée Odia, allez-y pour votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Madame. Merci à l'Excellence honorable Patrick Mouyaya pour la parole accordée. Monsieur le Président, je reviens sur les propos tenus en marge du sommet d'Addis Abeba. Et là, je veux revenir sur un propos relayé notamment par le tweet du ministre Mouyaya, où vous avez dit « Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix ». Pas au prix de l'humiliation. Ce que j'ai vu, c'était pas à n'importe quel prix. Alors, c'était ma question, c'est de savoir, estimez-vous que la paix a un prix? Et si oui, vous l'estimez à combien ce prix par rapport à la paix? Et enfin, peut-être par rapport à l'actualité également, vous êtes en face, comme je l'ai dit tout au début, d'un honorable Excellence doublement élu. Ça vous dérange pas d'avoir violé la Constitution? Moi, je savais que cette question reviendrait, mais bon, le Président aura l'occasion d'y répondre. Merci, Madame, j'y répondrai. J'avais parlé de la paix, pas au prix de l'humiliation. Vous savez, à n'importe quel prix, au prix de l'humiliation, c'est pareil. N'importe quel prix, c'est ça, l'humiliation. Donc, je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo, comme on l'avait humilié en 2013, avec ces mêmes pantins du M23, qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord, signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on leur attribue des noms congolais pour dire, voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès, et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé, toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution. Non, je n'ai pas l'impression, Madame. Le
le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... la situation diplomatique, parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement... non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement est là, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher